Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche matin. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans le monde fascinant des jhanas, des états de méditation profonde qui ouvrent la voie à une expérience intérieure transformative. Les jhanas sont au nombre de 8 et ce sont des étapes progressives qui permettent d'atteindre une concentration intense, chacune offrant un cadeau unique, la joie, le calme, la clarté mentale et une grande sérénité. Je vous propose d'aller explorer ces dimensions profondes de la méditation et découvrir comment elles peuvent enrichir notre vie quotidienne avec notre invitée Sandy Hinzelin. Bonjour Sandy Hinzelin. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, enseignante et auteure de plusieurs ouvrages sur le bouddhisme, enseignante aussi et formatrice de yoga Kumgne. C'est un yoga tibétain. Ouais. Donc Kumgne, c'est du tibétain. C'est une pratique corporelle assez douce et qui est assez utile pour la méditation, notamment pour approfondir la méditation. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est votre parcours? Très riche, si je m'en souviens bien. Je ne sais pas s'il est très riche, mais bon, en tout cas, la première fois que j'étais venue ici, c'était pour parler de la nature de Bouddha, parce qu'effectivement, c'était mon premier sujet de recherche. Quand j'ai découvert le bouddhisme, ça me semblait être une voie très prometteuse, une alternative sérieuse pour tout simplement nous aider à mieux vivre. Et j'avais décidé d'en faire ma thèse de doctorat. Et puis après ça, il y a d'autres publications, traductions qui ont suivi. Et à chaque fois, j'essaye de choisir une thématique qui me semble intéressante, justement pour mieux comprendre de quoi on parle quand il est question de libération ou d'éveil, et aussi surtout comment cheminer vers cet état qui est considéré comme le Graal, j'allais dire, enfin vraiment ce qui est le chemin proposé par le Bouddha. Et justement, est-ce que vos recherches sont axées dans une tradition particulière? Alors au début, donc ma thèse, elle était inscrite dans le bouddhisme tibétain, donc j'avais traduit un texte tibétain. Et après cette thèse, donc j'ai plutôt cherché à travers mes publications à aller vers quelque chose de plus essentiel, on va dire, parce que j'ai l'impression que derrière toutes les formes du bouddhisme, il y a un seul dharma. Donc finalement, je ne suis pas attachée à une voie en particulier. Et là, dans mes 2 dernières publications, je reviens beaucoup aux paroles du Bouddha, en réalité. Vous avez souhaité traduire ce livre sur les jhanas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Finalement, c'est un peu le prolongement de votre livre L'éveil dans le bouddhisme. Oui, alors c'est arrivé à peu près en même temps. Je dirais même que les jhanas, finalement, c'est un peu le prolongement de toutes mes recherches passées, pas seulement les recherches au niveau académique, intellectuel, mais aussi au niveau de ma pratique. Les jhanas, c'est quelque chose, j'en avais quasiment jamais entendu parler au cours des dernières années. Quand j'ai fait ce travail sur qu'est-ce que l'éveil dans le bouddhisme, je me suis rendu compte que les jhanas avaient une place importante sur le cheminement, puisque ça a fait partie des pratiques du Bouddha, et c'est ce qui l'a conduit finalement à l'éveil. Donc il y avait ces réflexions-là ou ces découvertes-là d'un côté, et en même temps, donc j'ai découvert un livre très pratique sur les états djhaniques. Et quand j'ai ouvert le livre, en le parcourant, je me suis dit c'est très intéressant et très fécond pour la pratique. Donc j'ai décidé de faire une retraite avec l'auteur. Et après cette retraite, je me suis dit qu'effectivement, ça valait vraiment le coup de rendre disponible cet ouvrage en français et puis de peut-être faire un peu mieux connaître les jhanas au public bouddhiste. Alors, revenons justement à ce terme de jhana. De quoi s'agit-il? Alors, jhana, on peut le traduire par absorption méditative, donc ça renvoie à des états de concentration qui sont très profonds et qui ont la particularité de nous faire comme basculer dans un autre monde. On est comme coupé du monde, mais en même temps, on est là. Ce sont des états non seulement de concentration, mais aussi avec... ça ressemble, enfin, il y a comme une forme de joie intense, on pourrait dire. Bon, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette qualité-là de l'expérience. Ces états sont un peu comme comme si on était entre parenthèses. Je veux dire, on peut pas être dans la vie de tous les jours, être dans ces états-là. Enfin, ça demande un certain contexte, une certaine préparation. Donc, on pourrait se dire, finalement, c'est pas quelle est l'utilité. Et aussi, le Bouddha a exprimé à plusieurs reprises que ces états-là n'étaient pas la libération, malgré leur caractère, j'allais dire, extraordinaire. Mais c'est néanmoins utile parce que déjà, on se rend compte qu'il y a vraiment
quelque chose d'autre au sein de l'esprit. Je ne sais pas si je peux dire quelque chose d'autre, mais en tout cas une qualité d'expérience qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut expérimenter au quotidien. Donc ça renforce énormément la foi, la confiance dans la pratique, et cette joie, effectivement, cette forme de plaisir, c'est comme si ça rechargeait en fait le corps et l'esprit, on va dire, et ça donne oui, encore plus de motivation. Enfin, il y a la confiance, la motivation. Mais aussi, ce qu'on peut ajouter, c'est que toute la préparation vers les états djhanniques, parce que état djhannique ou pas, même si c'est pas atteint, à la limite, c'est pas grave, parce qu'il y a toute une préparation aussi qui est très utile pour mieux comprendre finalement qu'est-ce qu'on fait dans la pratique méditative et comment on peut se libérer. Et ça, eh bien, ça permet d'avoir un plus grand discernement. Et donc ça, c'est un autre avantage. Et peut-être je peux en citer un troisième, si j'en ai bien dit deux avant. Un troisième, c'est dans la vie quotidienne, justement, comme il y a tout ce cheminement vers les états djhanniques, et même si on atteint les djhanas, donc il y a vraiment une joie montante, une forme de contentement qui est très présente, et ça vient vraiment imprégner tout le quotidien. C'est comme si ça laisse des traces vraiment durables dans Oui, donc au il y a sein de aussi un l'expérience. côté très pratique, en fait. Hein. Ah bah complètement, oui, c'est pas juste une expérience comme ça et après qu'on revoit plus, c'est si vraiment les bases sont bien là et qu'il y a tout ce cheminement-là, si on peut retracer la route vers les états djhanniques, c'est vraiment après quelque chose qui est là, alors, tout le temps, je sais pas, mais en tout cas, c'est très présent et surtout on sait comment y retourner. Mais est-ce que c'est accessible à tous? Alors théoriquement oui, puisque tout ça, on pourrait appeler ça les pouvoirs de l'esprit finalement, c'est au sein de chaque personne. Après bien évidemment, ça va dépendre des conditions, des actes oui, qu'on a pu poser ou quel style de vie on a, quelle est notre pratique méditative, donc est-ce qu'on pratique beaucoup ou pas beaucoup, donc il y a énormément de facteurs, mais et il y a aussi quelles sont les caractéristiques d'un état djhannique? Parce que finalement, il y a quelques débats sur qu'est-ce que véritablement l'état djhannique. Donc pour certaines personnes vont dire là, j'étais en djhana, alors que pour d'autres enseignants, ils vont considérer que ça, c'est pas l'état djhannique parce que c'est pas assez profond. Donc peut-être pour des états djhanniques, on va dire légers, ça c'est accessible à beaucoup de méditants s'il y a un minimum de pratique régulière. Par contre, ce qui est considéré comme des états djhanniques vraiment, j'allais dire plus profonds, là, ça demande Oui, un travail. oui, un travail un peu plus conséquent. Et surtout d'être capable d'y rester longtemps et de pouvoir reproduire ça quand on a envie. Ouais. Et quels sont les principaux jhanas, les 4 principaux? Alors les 4 principaux, alors on parle des 4 jhanas matériels et des 4 jhanas immatériels. Donc pour ce qui est des 4 jhanas matériels, peut-être qu'on pourrait parler aussi des 4 jhanas de la matière subtile, parce que donc il y a toujours un lien avec la matière dans ces états de conscience, mais justement qui est beaucoup plus subtil. Donc, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des états, on va dire, extraordinaires. Il y a comme une forme où on bascule quoi, dans autre chose. Et en tout cas, moi, le livre que j'ai traduit, c'est présenté ainsi qu'on peut repérer dans chaque état des facteurs bien spécifiques. On va d'un état considéré comme grossier, même si c'est quand même déjà très subtil, vers des états de plus en plus subtils encore. Et ce qui amène à l'absorption méditative, c'est notamment le développement de 5 facteurs djhanniques. Donc on parle de l'attention soutenue, la joie, le plaisir ou le contentement. Bon, après, ça dépend des traductions. Et aussi le fait d'être focalisé en un seul point. Et en fait, ce qui se passe, c'est au fil des états djhanniques, les 4 premiers, eh bien, la perception, l'expérience va se simplifier de plus en plus. Donc, l'attention va disparaître, même la joie, qui semblait extraordinaire, va devenir de plus en plus subtile. Et à la fin, il reste vraiment que l'équanimité. Qu'est-ce qu'il en est du bonheur? Parce que c'est aussi une vraie question dans ces états djhanniques. Quelque part, oui, on peut avoir l'impression qu'il s'agit vraiment d'un état qu'on pourrait qualifier de bonheur, parce que c'est vraiment très, très agréable. Et même, il peut se produire un attachement à ces états-là. Et ça, c'est un problème si on s'attache à ces états-là, parce que ce n'est pas considéré comme le bonheur ultime, du point de vue du Bouddha. Selon le Bouddha, le bonheur, ce n'est pas ça. Mais en même temps, ce sont des états effectivement donc très agréables, qui s'apparentent à une forme de bonheur, mais qui est seulement une marche vers quelque chose qui peut être encore plus sublime. Quelles sont les différentes étapes pour justement se préparer au jhana? En fait, les étapes, c'est assez simple. C'est juste un processus. Oui, bonne nouvelle. Mais le bouddhisme, c'est simple, mais paradoxalement, c'est compliqué. Enfin, nous sommes compliqués, puisque finalement, c'est juste un processus continu de lâcher prise. Il suffit juste
Il suffit juste de lâcher prise. Mais sinon, pour replacer la préparation au jhana dans le cadre du chemin proposé par le Bouddha, donc on parle du noble octuple sentier. Donc ça, c'est connu par beaucoup de personnes. Donc on nous dit qu'il faut développer une éthique. Donc l'éthique prépare au jhana. S'il n'y a pas cette base vertueuse, ce sera a priori donc impossible d'atteindre ces états-là. Il y a aussi toute la partie la vue juste. Donc développer une forme de sagesse. Donc là, en l'occurrence, c'est comment aller vers ces états. Et de savoir que c'est seulement une étape vers la libération. Donc ça permet de clarifier au moins conceptuellement ce qu'on fait. Et puis après, il y a l'attention, la présence dans la vie de tous les jours. Simplement être présent à ce qu'on fait. Tout cela, ça va nous permettre petit à petit d'éliminer ce qu'on appelle les obstacles. Parce que qu'est-ce qui nous empêche de reconnaître qu'est-ce qui nous empêche soit d'être dans l'absorption méditative ou même au-delà de reconnaître la réalité telle qu'elle est, ce sont les obstacles tels que le désir, la malveillance, le doute, l'agitation mentale, la paresse. Voilà. Donc tous ces obstacles-là, en fait, on peut les dissiper justement grâce à l'éthique, grâce à la présence dans chaque chose qu'on fait. Et après, quand on veut vraiment se diriger vers les états de jhana, c'est vraiment faire un travail de plus en plus fin pour que ces obstacles disparaissent complètement. Alors, j'aimerais qu'on évoque le lien entre jhana et perspicacité, parce que c'est un lien important. Oui. C'est un vrai travail en soi, en fait. Oui, tout à fait, parce que même si les absorptions méditatives sont atteintes, donc c'est pas le but. Et après, ce qui nous intéresse vraiment, c'est justement de libérer de l'esprit de la saisie. Et donc perspicacité, c'est la traduction de insight en anglais. On pourrait aussi parler de vision pénétrante. Donc la question, c'est comment les jhanas peuvent nous aider, ou même la préparation au jhana, comment cela peut nous aider à cultiver cette vision pénétrante qui progressivement nous mène vers la réalisation de la vacuité. Et là, donc effectivement, c'est tout un travail en soi, effectivement. Ce qu'on peut dire, il me semble, c'est que déjà, de cultiver ces états djhaniques, donc ça nous emmène vers des états de plus en plus clairs sur ce qui se passe au niveau de l'esprit. Et aussi, comme je le disais tout à l'heure, les jhanas matériels, on est dans un monde beaucoup plus subtil. Donc si après on veut travailler la vision pénétrante, justement, c'est comme si notre regard, il avait été aiguisé. Il y a quelque chose de beaucoup plus incisif, peut-être, on peut dire ça. Et aussi, ce bonheur, ou cette forme d'aisance ou cette joie, ce plaisir fait qu'il y a beaucoup plus d'espace. Donc c'est beaucoup plus simple après beaucoup plus simple dans le sens où le regard est comme beaucoup plus puissant, beaucoup plus pénétrant, justement. Et si on sait comment l'orienter vers tel ou tel objet de méditation, petit à petit, on va pouvoir reconnaître les caractéristiques du monde conditionné. Quelle est, dans ce cadre des jhanas, la dynamique des émotions? Les émotions, au début, ça peut être surtout donc une entrave, justement pour l'atteinte des états djhaniques, puisque généralement les émotions, on parle d'émotions perturbatrices, donc l'esprit n'est pas du tout stable, alors qu'avec les états djhaniques, on va vers des états très très stables. Donc ce qu'il est recommandé, c'est justement d'apprendre à reconnaître cette dynamique des émotions. Il ne faut pas rejeter les émotions, il faut apprendre à les dissoudre quand elles s'élèvent. Tout à fait. Je vous remercie infiniment, Sandy Azman. À très vite, j'espère. Et si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques pistes de réflexion. Avec tout d'abord les jhanas de Sheila Catherine chez Le Prunier Sully. Comme nous l'avons vu, le mot pali jhana signifie littéralement méditer. L'auteur inclut des références aux enseignements du Bouddha, des exemples tirés de sa propre expérience et des instructions pragmatiques que tout le monde peut mettre en pratique. Méditation sur la perception du vénérable Enepola Guanaratana chez Poche Marabout. La perception, l'une des composantes fondamentales du corps et de l'esprit, peut être la source de souffrance et de douleur, mais aussi une source de bonheur et de santé. La tradition bouddhiste affirme que la perception peut être entraînée jusqu'à être purifiée grâce à la pratique de la méditation. Ce livre nous en donne les clés. Et enfin, Manuel de méditation d'Ajahn Brahm chez Almora. Cet ouvrage de référence décrit la méthode progressive qui permet d'aborder la méditation du bouddhisme Theravada. Ce livre s'adresse tant aux débutants qu'aux méditants confirmés. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur la plateforme France.tv. Je vous souhaite une très très belle semaine et nous nous retrouvons dimanche prochain.